Bonjour à tous, bienvenue et merci pour votre participation à ce webinaire. On va aujourd'hui du coup vous présenter le bilan environnemental de la filière de traitement des TLC usagés post-consommation des ménages en France pour l'année 2025. Tout d'abord, petit point légal. Donc aujourd'hui, on partagera que des informations non confidentielles et puis dans vos questions également, s'il vous plaît, ne divulguez aucune information à propos de prix d'achat et de vente de produits, de capacité ou de plan de production, de coût ou toute autre information commerciale qui pourrait être sensible. Merci. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Stéphane Bachelier, je suis responsable stratégie impact et recyclage chez Refashion et je suis accompagné de Anaïs Lantenois, chef de projet impact chez Refashion. Petit sommaire de la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est une étude très dense. On va essayer de faire le plus clair possible et vous faire parcourir vraiment l'ensemble des résultats. Donc, on commencera par une très courte présentation de Refashion, puis on passera au contexte de l'étude, les résultats à l'échelle de la filière, puis un petit détail étape par étape de la filière. Et ensuite, on a deux études complémentaires par rapport à cette filière qui sont sur la fin de vie des textiles en ordures ménagères et une étude complémentaire sur la réparation que vous trouverez à la fin. Donc, tout d'abord, Refashion, c'est quoi? C'est créé en 2008 en réponse à la loi responsabilité élargie du producteur, donc souvent appelée REP, pour les textiles d'habillement, linge de maison et chaussures des ménages. Donc, souvent, pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez dans le webinaire l'acronyme TLC qui correspond à textile d'habillement, linge de maison et chaussures. C'est une société privée à but non lucratif agréée par les pouvoirs publics français. Nous sommes 100% financés par les marques, les distributeurs et fabricants, ce qu'on appelle couramment les metteurs en marché, au travers d'éco-contributions. Donc, on est en charge de la prévention et de la gestion de la fin de vie des produits mis sur le marché français à destination des particuliers, ce qui exclut donc les textiles, linge de maison et chaussures professionnelles. Et donc, grâce à ces éco-contributions, on agit sur l'éco-conception, la réparation, le réemploi, la collecte, le tri, la réutilisation et le recyclage. Tout ce qui touche à la prévention et à la gestion de la fin de vie des produits. Donc, pourquoi cette étude Donc, avec la filière REP TLC en pleine transformation, donc la mesure d'impact est vraiment une boussole indispensable pour orienter les décisions et ne pas avancer à l'aveugle. Conformément à notre cahier des charges actuel, 2023-2028, un observatoire environnemental a été réalisé en 2024. Et donc aujourd'hui, on vous présente sa mise à jour sur une nouvelle base de données 2025, des données collectées auprès de différents acteurs, comme on vous le présentera un peu plus tard. L'objectif de ce bilan environnemental est divers. Le premier objectif, c'est fournir des informations fiables et objectives sur les impacts générés par la filière et ses potentiels bénéfices. On reviendra sur ces termes très importants. Identifier les principaux postes d'impact environnementaux pour chaque étape de la filière et proposer des pistes d'amélioration. Et donc, on est vraiment sur plusieurs types d'impacts. Le troisième objectif, c'est sensibiliser aux impacts environnementaux de la filière et son rôle pour réduire ces impacts également. Je vais maintenant laisser la parole à Anaïs pour la suite. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, comme vous l'a dit Stéphane, c'est une étude qui va concerner donc les textiles, linge de maison et chaussures post-consommation, donc consommation des ménages, à partir du moment où ils ont été apportés en point de collecte, de tri, mais aussi de tous les exutoires qu'on connaît, comme le réemploi, la réutilisation, le recyclage ou la valorisation énergétique, qu'on vous présentera plus en détail plus tard. L'étude porte donc sur les impacts directs de cette filière. Elle n'inclut donc pas la partie fabrication des TLC, transport ou utilisation, mais uniquement la partie fin de vie.
Et on étudie également l'impact et les bénéfices indirects de la filière à travers la substitution des TLC, donc des TLC neufs qui sont remplacés par de la seconde main ou des TLC fabriqués à partir de matières recyclées et on substitue donc des matières vierges. On a également réalisé 2 études complémentaires, une sur la réparation et une seconde sur le traitement des TLC en ordures ménagères. Donc, comment on a évalué les impacts et bénéfices de la filière? Non, c'est mon micro. On a donc basé notre étude sur la méthodologie d'analyse de cycle de vie qui donc est applicable qui applique des normes ISO et qui a été revue par un panel d'experts avec une approche multicritère. Donc, on étudie 16 indicateurs dans le rapport détaillé, mais aujourd'hui, on va vous en présenter 6. Donc, les 3 premiers qui sont le changement climatique, la rareté en eau, l'épuisement des ressources fossiles, et 3 complémentaires, les émissions de particules, l'acidification et la formation d'ozone photochimique, qui sont plutôt des indicateurs de pollution de l'air. Quelles données est-ce qu'on a utilisées? Donc déjà, on voulait remercier tous les acteurs qui ont participé à cette étude, que ce soit en 2024 ou en 2025, parce que ces données, elles sont vraiment clés pour nous, pour avoir une vision fiable et claire de la filière. On a utilisé donc des déclarations des acteurs conventionnés avec ReFashion, des reportings issus de projets que l'on a cofinancés, donc via nos différents dispositifs, une collecte de données spécifiques auprès d'acteurs de la filière pour avoir des données un peu plus détaillées, et des hypothèses issues de la littérature ou de connaissances de la filière lorsqu'on n'avait pas de collecte de données. Donc, dans cette prochaine partie, on va vous présenter les impacts et bénéfices mesurés par l'étude de la filière. Dans un premier temps, sur un TLC moyen, donc avec des impacts directs de la filière et des bénéfices. Donc dans ce cas, on somme les deux et on obtient un score de moins 0,27 kg de CO2 pour un TLC moyen, avec donc moins 0,3 pour un textile ou linge de maison et moins 0,01 pour une chaussure, une paire de chaussures. Et donc rapporté à l'empreinte environnementale sur le cycle de vie d'un t-shirt, par exemple, ça représente environ 3%. Si on regarde à l'échelle de la filière complète, donc on obtient ce graphique. Ce graphique, il est construit en 2 parties. Donc la partie de droite qui va présenter vraiment les impacts directs de la filière, donc qui sont des impacts positifs dans le sens avec un plus devant, et les bénéfices qui, eux, seront représentés négativement et qui seront présentés à gauche, avec donc les différentes étapes de la filière qui sont présentées dans différentes couleurs que vous retrouverez tout au long de la présentation. Donc la collecte, le tri, le réemploi, la réutilisation, le recyclage et le CSR. Et donc quand on regarde ce graphique, on se rend compte que les 2 principales sources de bénéfices de la filière, ce sont la seconde main avec le réemploi et la réutilisation et le recyclage. Et sur les 6 indicateurs qu'on a étudiés plus en détail dans cette étude, 5 d'entre eux présentent plus de bénéfices que d'impacts négatifs. Merci Anaïs. Donc je vais prendre le relais sur le détail de chaque maillon. Donc on commence par le début, la collecte. Vraiment le chaînon le plus important pour tout débuter. Si tu peux changer de slide peut-être Anaïs. Donc cette année, l'année dernière, en 2025, donc 272 000 tonnes de TLC, tout confondu, ont été collectées par les acteurs conventionnés de la filière. Ce chiffre, c'est le point de départ de tout ce qu'on vient de vous montrer par ailleurs, et c'est de là que part toute la suite des prochains maillons. Donc tout d'abord, on a l'emballage des TLC par les citoyens, donc la consigne de tri et de dépôt dans les différents points d'apport volontaire, les PAV, soit par les bornes dans la rue, soit des boutiques ou des associations. Le citoyen qui dépose son vêtement en borne, c'est lui qui déclenche toute la chaîne.
Et ce geste-là, aujourd'hui, il ne se produit que pour un seul TLC sur 3, il faut savoir. Et on y reviendra un peu plus tard sur les impacts des ordures ménagères. Si tu peux. Du coup, la collecte représente actuellement 16% des émissions de la filière, sans prendre en compte ici les bénéfices potentiels générés, seulement dans le périmètre de l'étude. Si on se concentre d'abord sur le graphique, on peut voir ici donc on a gardé les 3 catégories d'impact les plus marquantes, qui sont le changement climatique, la rareté en eau et les épuisements de ressources fossiles, et présentées de façon relative. Sur le changement climatique, on peut voir que le transport jusqu'au point d'apport volontaire par les consommateurs représente environ 12%, 13%, pardon. Puis après, il y a le transport de collecte de ces différents points d'apport jusqu'au centre de massification qui représente jusqu'à 62% de la filière. Donc vraiment, le transport, on peut voir ici, est vraiment majoritaire sur les impacts sur le changement climatique. Après cela, c'est vraiment l'emballage en fait utilisé pour le transport de ces TLC. Donc c'est vraiment la consigne de tri pour protéger les TLC de la dégradation. Donc les garder en bon état pour pouvoir activer notamment la seconde main derrière. Et donc c'est un quart des impacts sur le changement climatique, mais quasiment 100% des impacts sur la rareté en eau. Si on passe à la suite, donc sur le tri, donc une fois collectés, les TLC vont en centre de tri. On reviendra un peu plus tard sur l'écrémage et la partie seconde main directement par les points d'apport volontaires, mais on a découpé ainsi la chaîne de valeur. Donc ça, c'est vraiment l'étape charnière où on a une redistribution des TLC vers les différents exutoires. 216 000 tonnes ont été triées par des acteurs conventionnés en 2025, 40 000 tonnes triées par des acteurs non conventionnés. Et vous pouvez voir sur ce graphique la répartition des voies de valorisation. Donc on est à plus de 50% sur de la seconde main, que ce soit du réemploi. Donc ici, quand on parle de réemploi dans la filière REP TLC, c'est vraiment de l'écrémage directement à partir des points d'apport volontaires, puis de la réutilisation. Et là, on est vraiment sur la sortie du centre de tri pour faire de la seconde main. Et ensuite, 35% de recyclage et 7% de CSR, donc combustible solide de récupération, où on aura une partie dédiée justement sur ce sujet-là également par la suite. Donc la qualité du tri conditionne directement la qualité des bénéfices environnementaux derrière. Le transport vers les centres de tri représente à lui seul 70% des impacts carbone de cette étape, qui reste minime par ailleurs sur l'ensemble. Le tri, c'est seulement 19% des émissions directes, mais c'est ce qui permet également tout l'évitement qu'on peut avoir dans la filière. S'ajoute à ça, encore une fois, les emballages plastiques, soit ceux reçus par les consommateurs, donc utilisés, puis qui deviennent des déchets de l'étape de tri. Et il y a également un fort impact sur l'eau d'achat de nouveaux emballages pour les TLC triés, qui sont ensuite expédiés vers les différentes voies de valorisation. Et donc on a vraiment ces deux axes, encore une fois, le transport et l'emballage. On a très peu d'impact finalement de la catégorisation, donc ce qu'on appelle la catégorisation, le fait de trier, puisque quasiment l'ensemble des centres de tri conventionnés Refashion sont en France, ou au moins en Europe, avec un mix énergétique très peu carboné. Passons maintenant à la voie de valorisation qui génère le plus de bénéfices. La seconde, et c'est également la première dans la pyramide de traitement des déchets. Donc elle représente 30% des impacts directs d'émissions carbone directes de la filière, mais permet également beaucoup de bénéfices. Pour prendre un peu de recul sur l'organisation de la filière, on a d'abord la collecte, qu'on a déjà parlé, de l'écrémage direct à partir de ces points de collecte qui partent en seconde main, principalement en France. On a ensuite une grande majorité du flux qui part en centre de tri, qu'on a également mentionné juste avant, et qui là réoriente encore une fois différentes catégories de vêtements, soit sur de la seconde main locale, France, de la seconde main en Europe ou de la seconde main hors Europe, avec des répartitions en volume que vous pouvez voir sur le graphique ci-dessous. Il y a également de plus en plus de reconditionnement qui a lieu maintenant. Donc on a commencé à collecter de la donnée terrain, mais ça reste très minime pour le moment en termes de volume, afin d'améliorer la qualité de la seconde main et de la rendre plus désirable.
Sur les impacts de la seconde main, donc vraiment, on a un effet volume ici qui est très important puisque c'est, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est plus de 50% des exutoires du centre de tri. On a très peu d'impact finalement. On a des impacts principalement sur le traitement des invendus, que ce soit en local et encore plus en export. Les transports vers les pays du consommateur final pour la seconde main à l'export et le traitement également des produits vendus dans ces pays-là. Par contre, on génère ici beaucoup de bénéfices potentiels qui sont l'évitement de production et de fin de vie de produits neufs avec de la substitution grâce à ces produits de seconde main. Donc là, on a appliqué différents ratios sur le niveau de qualité, le taux de substitution de ces vêtements en fonction des géographies. Mais on peut voir sur le graphique de gauche que tout ce qui est bénéfice potentiel en hachuré est largement supérieur et compense largement les impacts générés, donc toutes les petites briques pleines au-dessus du 0%. Et donc la seconde main moyenne de la REP TLC en France a une empreinte d'environ moins 1,62 kg de CO2 équivalent par kilogramme. Donc plus la seconde main est locale et plus les bénéfices globaux sont importants, avec moins de transport, plus de substitution et une meilleure gestion des déchets. Pour les TLC qui ne peuvent pas être employés, donc la deuxième étape ou la deuxième option sur la pyramide de traitement des déchets, c'est le recyclage. Donc le recyclage émet directement dans la filière 31% est responsable, on va dire, de 31% des émissions de CO2. Mais encore une fois, génère ici de nombreux bénéfices potentiels. Donc le recyclage dans notre filière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la transformation des TLC non réutilisables en matières premières pour différents types de secteurs. Soit en boucle fermée, ça veut dire qu'on reprend des textiles et des chaussures pour refaire des matières réincorporées directement dans ce secteur-là. Donc là, on est vraiment sur du recyclage en boucle fermée. Ou alors, on produit des matières secondaires pour d'autres types de secteurs, typiquement le bâtiment avec des isolants ou avec des granulés plastiques pour faire d'autres types d'objets grâce au recyclage thermomécanique. Donc on a listé ici six types de recyclage qu'on a étudiés précisément dans cette étude. Il y a des forts effets de volume dans la filière. Donc l'effilochage vraiment est l'option qui absorbe le plus de volume, notamment avec l'isolant pour le bâtiment. Donc l'effilochage, c'est vraiment, on essaye de récupérer la fibre du textile et on en refait des produits par ailleurs. La coupe chiffon, qui est un exutoire historique de la filière des TLC. Et ensuite, on a le défibrage ou d'autres techniques de recyclage qui représentent que de très faibles volumes pour le moment. Donc le défibrage, c'est équivalent à l'effilochage de façon beaucoup plus soft, pour faire de la fibre en secteur textile. Sur la répartition géographique, on a encore ici une répartition moitié-moitié entre le local, France et Europe, et l'export Europe. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Ici, quand je dis les deux, la boucle fermée et la boucle ouverte, ils ne traitent pas forcément les mêmes gisements et on a vraiment besoin des deux pour couvrir l'ensemble de la diversité des matières collectées. Quand maintenant on regarde les impacts et les bénéfices potentiels de la filière de recyclage, on peut voir encore une fois que en dessous du 0%, donc vraiment les bénéfices générés par la filière sont largement supérieurs aux impacts émis pour permettre ce recyclage. Les principaux impacts ici sont encore une fois le transport, notamment pour l'export, le traitement des déchets de recyclage et les processus de recyclage en tant que tels, avec un mix carboné beaucoup plus important en dehors de la France et de l'Europe, bien entendu. Donc ici, on a une empreinte du recyclage moyen des TLC de la REP d'environ moins 1 kg de CO2 par kilo de TLC. La dernière voie de valorisation de la filière, pour ce qui ne peut être ni réemployé ni recyclé, est le CSR, le combustible solide de récupération, qui représente que 3% des impacts de la filière. Le CSR est la meilleure solution pour les TLC, notamment non réutilisables et non recyclables, comme je viens de le dire. Qu'est-ce qu'un TLC? C'est un
combustible solide de récupération, c'est-à-dire qu'on crée des petits granulés pour remplacer des énergies fossiles qui pourraient être du gaz, du charbon et du pétrole. Donc ça représente, c'est le traitement de 13 000 tonnes de TLC en 2025. Et pour notre filière, ils sont très largement utilisés pour des cimenteries, donc en remplacement direct de charbon et de petcoke. En termes d'impact, donc on peut voir cette fois que c'est un peu plus équilibré entre les impacts générés et les impacts et les bénéfices potentiels. Donc dans les impacts générés, on a encore une fois un peu de transport, mais principalement de la préparation de CSR, les impacts pour préparer CSR, et surtout en dehors du périmètre, mais c'est ce qu'on prend en compte dans les parties assurées, des charges potentielles qui sont la combustion de ces CSR. Par contre, dans le parti évitement, on a directement le remplacement d'énergies fossiles qui sont normalement utilisées en cimenterie, qui sont le charbon et le petcoke. Donc on a vraiment, grâce à cette production évitée de chaleur en cimenterie, un bénéfice potentiel pour la filière grâce à ces CSR, et qui reste vraiment une option à privilégier en dernier recours dans la hiérarchie de traitement des déchets. Et je vais laisser la main à Anaïs pour la suite. Merci Stéphane. Donc, comme on vous l'a présenté au début de ce webinaire, on a complété cette étude de la filière par 2 études complémentaires, dont une première sur les ordures ménagères. Donc aujourd'hui, il y a 2/3 des TLC issus des ménages qui sont encore envoyés à la poubelle. Et donc pour ça, on a étudié l'impact pour pouvoir aussi le comparer à celui de la filière. Donc on prend en compte la collecte des ordures ménagères et leur traitement, donc principalement en incinération avec valorisation énergétique, un petit peu sans valorisation énergétique et à 34% en enfouissement. Donc, sur le graphique de droite, on compare la filière REP en bleu avec donc les OMR en vert. Les impacts sont donc en relatif avec une valeur de 100% pour la filière REP et en comparaison du coup, un relatif sur les OMR. Et les petits points noirs que vous voyez sur le graphique sont en fait le résultat final entre la somme des impacts et des bénéfices pour chacune des barres qui sont présentées. Donc, comme on peut le voir sur le graphique, pour la majorité des impacts, on a plus de bénéfices sur la filière REP que pour les OMR. En général, il y a un impact positif, donc des émissions générées ou de l'épuisement de ressources fossiles pour les OMR, alors que dans l'ensemble, quand on somme les bénéfices et les impacts sur la filière REP, on a plus de bénéfices que d'impacts. Les principaux impacts sur les OMR, c'est donc en fait la combustion des TLC en incinération et la production de gaz en enfouissement. La seconde étude complémentaire qu'on a souhaité mener, c'était sur la réparation. Donc, c'est une étape qui commence avant la filière REP et qui est aussi une des actions que l'on mène chez ReFashion. Donc, pour cette étude, c'est une étude qui est encore exploratoire, mais on a voulu quand même avoir des premiers résultats sur la réparation. Donc, on a considéré comme périmètre des réparations qui sont réalisées sous la labellisation bonus réparation et on a interrogé 4 réparateurs, 2 en textile et 2 en chaussures, pour avoir des informations et pouvoir faire une analyse préliminaire de l'impact et des bénéfices permis par la réparation. Donc, les principaux impacts sur la réparation, ça va être donc le procédé de réparation qui va nécessiter des matières premières, notamment du coton ou du caoutchouc pour les semelles, et une consommation d'énergie pour l'utilisation des différents outils nécessaires. Il y a également des impacts liés au traitement des déchets issus de la réparation. Donc, par exemple, une fermeture à glissière qu'on remplace, donc la fermeture à glissière cassée, on va la jeter. Et sur
tous les indicateurs, le transport n'apparaît que comme un impact minime parce que souvent les réparations se font dans un périmètre assez restreint autour du domicile des citoyens. Et les principaux bénéfices, du coup, c'est la substitution finalement de l'achat d'un produit neuf par la réparation. Donc, dans nos hypothèses, on a un taux de substitution qui est de 82%. Et donc, la réparation permet, dans 8 cas sur 10, de remplacer un achat de produits neufs. Donc pour conclure, ce que ce bilan nous dit, c'est une chose assez simple et puissante, c'est que la filière joue son rôle lorsque le TLC est collecté. Chaque kilo dévié de la poubelle vers la collecte séparée génère un bénéfice net pour l'environnement, autant sur le carbone, sur l'eau que sur les ressources fossiles. En effet, la promotion de la réparation reste vraiment le premier levier d'action pour réduire les impacts environnementaux, comme on a pu le voir. C'est vraiment l'allongement de la durée de vie et la substitution d'un achat neuf grâce à cette réparation. Ensuite, une fois qu'il est collecté, la seconde main reste l'option à privilégier en sortie de centre de tri ou d'écrémage, suivi par le recyclage, sachant que ces deux voies sont d'autant plus bénéfiques lorsqu'elles sont faites localement, réduisant les transports, les mix énergétiques des pays dans lesquels ils sont traités et une meilleure gestion des déchets générés. Il faut noter aussi qu'une autre action de Refashion sur l'éco-conception est très importante pour l'ensemble de ces trois briques, la réparation, l'allongement de la durée de vie et en vue du recyclage. Donc cette étude a également permis de démontrer qu'une valorisation des TLC en CSR reste largement moins impactante qu'une gestion directe par les ordures ménagères. Et donc le geste de tri reste vraiment le point de départ de toute la filière. Chaque acteur de la chaîne a un rôle essentiel dans cette filière. Ils sont tous très complémentaires et permettent de réduire considérablement les impacts de la fin de vie des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures. Bien entendu, chaque étape a encore une marge de progression et on pourra, dans un futur très proche, échanger avec chacun des acteurs pour identifier les points chauds et améliorer les pratiques autant que possible. Après, plus globalement, avec une petite prise de recul, la filière gestion de fin de vie des TLC ne peut être dissociée du reste du cycle de vie d'un TLC, bien entendu. Comme on a pu le voir en introduction, les phases de production et d'usage des TLC, enfin des textiles et chaussures, sont largement plus impactantes que la fin de vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir sur cette partie-là, et on vous incite justement, avec cette étude, à promouvoir le geste de tri qui permet une gestion bien moins impactante pour l'environnement. On vous remercie pour votre attention et on va maintenant tenter de répondre à vos différentes questions. Donc n'hésitez pas à les poster, on a le temps. Tu veux prendre la première? Oui. Est-ce que vous collectez les données des volumes déchets lors du grand export ou vous mettez toutes les données dans seconde main export? Alors, on va prendre tous les volumes qui sont exportés et on va avoir des hypothèses sur la quantité qui va être vendue et la quantité qui va être jetée. Donc, on prend bien en compte ce qui est appelé ici dans la question le volume déchets grand export. Deuxième question, est-ce que la filière recyclage est bouchée ou est-ce qu'ils peuvent accepter plus de textiles? Est-ce que vous aidez à la création d'autres centres de recyclage textile en France? Donc oui et non, la filière de recyclage n'est pas bouchée, mais il y a plusieurs points bloquants tout au long de la filière pour améliorer et augmenter encore ce recyclage, notamment lorsqu'il est local. Il faut notamment plus de préparation au recyclage à partir d'un centre de tri, puisque les recycleurs ont en fonction de leur technologie de recyclage, ont plus ou moins ont des cahiers des charges plus ou moins stricts. Et bien sûr que Refashion aide via différents financements et à l'intersection de
de toutes ces étapes qu'on a pu parler aujourd'hui pour augmenter encore les capacités de recyclage en local. Comme tu veux. Donc une autre question, c'est comment intégrer dans les évaluations la durée d'usage réel, le potentiel de maintien en usage, les volumes produits réels, pas uniquement les vendus, le coût environnemental du déchet, la toxicité pour l'humain et l'environnement, exemple avec les PFAS. Donc comme on l'a dit sur cette étude, on a évalué différents indicateurs d'impact. Donc on n'en a présenté que quelques-uns, mais on en intègre 16 comme c'est possible de le faire dans une analyse de cycle de vie, y compris tous les éléments de toxicité humaine. Le coût environnemental du déchet, on le prend en compte aussi via nos hypothèses, parce qu'en fait, on prend aussi en compte le traitement des déchets dans nos différentes modélisations. Après, sur les volumes produits réels, nous, on n'a pas cette information, donc on se base sur la substitution parce que c'est une hypothèse qui a été prise. Et après, les éléments de durée d'usage réel et de potentiel de maintien en usage, aujourd'hui, on n'a pas d'études qui nous permettent d'avoir une information fiable sur ces éléments-là. Ouais. Oui. Sur la toxicité pour l'humain et l'environnement, alors au-delà des PFAS, dans les 16 indicateurs de la méthode ACV, d'analyse de cycle de vie, on a également des indicateurs sur la toxicité pour l'humain et pour l'environnement, donc ils ont bien été pris en compte et les conclusions sont globalement les mêmes. Par contre, on est dépendant des méthodologies en place et des bases de données, et pour l'instant, à ma connaissance, les PFAS ne sont pas forcément très bien intégrés sur ce sujet. Donc, une question à propos du recyclage chimique. Donc, avez-vous des informations en termes d'impact environnemental concernant le recyclage chimique dont on entend beaucoup parler? Donc, oui, on n'a pas mentionné, mais c'est 2 lois de conseil qui a réalisé cette étude et qui a collecté les données d'activité de différents acteurs. Donc, le recyclage chimique fait partie de cette étude et des données ont été collectées par Deloitte, un cabinet tiers. On ne peut pas avoir, nous, accès aux données confidentielles des acteurs. Et donc, cette brique a bien été prise en compte. Comme vous avez pu le voir sur les différents volumes de recyclage, pour l'instant, ça représente qu'un très faible pourcentage. Et par contre, on ne veut pas comparer les voies de recyclage entre elles, puisqu'elles traitent tous des gisements très différents en termes de qualité, de couleur, de composition. Et donc, actuellement, elles sont toutes très complémentaires les unes des autres. En tout cas, elles sont bénéfiques pour l'environnement par rapport à ne rien faire. Une question sur la collecte. Donc, comment accroître la collecte? C'est une très bonne question et comme on a pu le dire, c'est vraiment le point de départ de toute la filière. Après, ce n'est pas dans cette étude qu'on étudie ce genre d'action. Vraiment, ce que l'étude dit ici, c'est qu'en augmentant cette collecte, vraiment, on améliorerait la gestion de fin de vie des déchets TLC en réduisant de façon considérablement les impacts. Par contre, je vous conseille d'aller voir il y a plusieurs dossiers sur le site Refashion par rapport à l'accroissement de la collecte. Alors, une question très intéressante. Donc, si le réemploi à l'international est écologiquement meilleur que le recyclage de proximité, pourquoi le prochain cahier des charges se concentre sur le recyclage de proximité plutôt que le réemploi de proximité ou non? Alors, donc tout d'abord, le réemploi de proximité est vraiment la solution à développer. Donc ça, on est totalement aligné, tout comme le recyclage de proximité. Ensuite, il faut considérer que le réemploi à l'international absorbe des volumes conséquents qui ne peuvent être gérés actuellement, qui pourraient être absorbés actuellement par les voies de recyclage local ou de réemploi local.
Donc il y a vraiment un effet volume et de service rendu par le réemploi à l'export. Cependant, on n'a pas aujourd'hui comparé directement le réemploi à l'international avec le recyclage de proximité. Alors. On avait aussi une question où se trouve la rentabilité économique. Donc ici, en fait, on s'est concentré uniquement sur les impacts environnementaux. Donc c'est un sujet intéressant, mais qui est en dehors de notre champ d'études. Je vais prendre celle-ci. Okay. Quelle matière de textile est recyclable en combustible comme type pétrole? En fait, beaucoup de matières textiles, en fait, le CSR dont on vous a parlé, qui permet de remplacer des combustibles fossiles, en fait, il permet d'utiliser toutes les matières textiles, à l'exception peut-être du PVC, euh, qui en fait peuvent être valorisées en préparation CSR, puis utilisées en cimenterie. C'est pour ça que c'est une voie de valorisation qui est intéressante pour la filière. Quand un textile n'est ni réutilisable ni recyclable, il peut quand même être valorisé en CSR. Ouais. On arrive. Alors, est-ce que l'effilochage des déchets textiles de la filière se fait principalement en France? On n'a pas le chiffre ici directement de l'effilochage seul, mais comme on a pu le montrer, on a vraiment une répartition équivalente dans les voies de recyclage, qui sont principalement le chiffon et l'effilochage actuellement, entre l'export et le local. Le local étant France et Europe. Donc, je pense que ça répond à la question. C'est plutôt, on est sur du 50-50 si, au niveau grosse maille. Et donc, je pense que ça répond également. Je vois une autre question sur les filières de recyclage textile qui peuvent accueillir des TLC en France. Pourquoi les envoyer à l'étranger? Donc, actuellement, tout ne peut pas être recyclé en France. Donc, c'est pour ça qu'on travaille activement par ailleurs chez Refashion à développer les capacités de recyclage en France. Euh, Je vois qu'il y a une question sur les estimations de déchets de seconde main à l'export. Quelles sont nos estimations? Donc ça, c'est un très bon point. Donc ça fait partie des données de la littérature qu'on utilise, puisqu'on a très peu d'informations sur ces exports et l'arrivée dans ces pays-là. Donc on a utilisé le rapport qui fait foi et qui est utilisé au niveau européen et par l'ADEME, qui est 60% de déchets de seconde main à l'export. Pardon, 40% et 60% de réutilisation, par manque de données plus fiables. Et sur la question, quel est l'impact des matières naturelles locales, exemple lin, laine, etc. Donc comme on l'a présenté en introduction de ce webinaire, on ne prend pas en compte la production des TLC, uniquement leur fin de vie. Donc en fait, cette étude n'a pas vocation à étudier l'impact environnemental de la production de matières naturelles. Alors, quel est le principal levier facile à mettre en œuvre permettant de réduire... pardon, ça m'a... Ici. permettant de réduire encore davantage l'impact environnemental. Alors je me réfère à la conclusion et qui est tout d'abord essayer de prolonger la durée de vie d'un produit, hein, donc via la réparation. Ça reste, même si l'étude demande à être approfondie avec une collecte de données plus représentative, on n'a aucun doute sur le fait que ça soit la meilleure solution. Et ensuite, c'est vraiment d'orienter de plus en plus tous ces produits en fin de vie vers la filière de la REP TLC afin de suivre la hiérarchie de traitement des déchets qui est la seconde main, le recyclage, puis le CSR.
et d'éviter à tout prix l'incinération et l'enfouissement suite à des ordures ménagères. Oups, pardon. La matière des TLC a un impact sur leur fin de vie. Quel est l'impact de l'utilisation massive de fibres textiles sur leur fin de vie? Recyclage, CSR, réemploi. Alors, fibres textiles, je pense que dans la question, c'était fibres textiles probablement polyester, enfin peut-être d'origine fossile, j'imagine, puisque tous les textiles sont faits à partir de fibres. Mais globalement, donc nous, ce qu'on voit et ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, on a besoin vraiment de toutes les solutions. Elles sont vraiment complémentaires. Pour les TLC qui sont encore en bon état, donc le réemploi est vraiment la solution à privilégier. Ensuite, les différentes voies de recyclage sont complémentaires en fonction des compositions, de l'état des textiles et voilà, globalement. Alors, beaucoup de textiles sont en polyester et ne sont pas faits pour la filière effilochage. Sont-ils brûlés? Alors, il y a d'autres, justement, ça enchaîne bien avec la réponse que je viens de donner. Donc, on a vraiment d'autres voies de recyclage en cours de développement. On a le thermomécanique et le chimique qui peuvent traiter directement ce type de textile et donc qui vont dans le futur absorber de plus en plus de volume. On vous reporte pour cette question, je crois que dans le chat, il y a dû avoir des liens donnés sur différentes études Refashion sur les différentes voies de valorisation et de recyclage. Alors, comment la progression du recyclage chimique peut impacter les résultats de l'impact du recyclage? Globalement, le développement du recyclage chimique va pouvoir permettre d'absorber de plus en plus de volume en local de textiles actuellement non recyclables et donc permettra, bien sûr, générera un peu plus d'impact, mais surtout permettra beaucoup plus de bénéfices par l'évitement de matières fossiles primaires, vierges, pardon. Donc ça sera plutôt bénéfique pour l'environnement et en complément et ça restera complémentaire avec les autres voies de recyclage. Une question sur leur rapport CV intégral qui sera accessible, oui, sous demande. N'hésitez pas à nous faire la demande si vous êtes intéressé. Voilà, on vous conseille d'abord de prendre connaissance de la synthèse, qui est, on va dire, un peu plus facilement assimilable. Mais bien sûr, le rapport reste disponible sous demande. Il nous reste encore un peu de temps. Alors, lors du lavage, pardon, ça saute un peu. Lors du lavage, une part du polyester rejoint la mer. Comment en tenez-vous compte? Donc oui, et on a récemment publié justement une étude sur le relargage de microfragments, que ce soit polyester ou de fibres naturelles, lors du traitement en fin de vie des TLC. Donc on vous incite à aller le voir sur notre site. Pour les méthodologies ACV actuellement, ce n'est pas directement pris en compte, on va dire, dans la méthodologie ACV. Par contre, via le PEFCR Apparel and Footwear, donc une méthodologie européenne qui a été développée sur les textiles et chaussures, une méthodologie commence à être développée pour quantifier, on va dire, ces impacts et ces flux. On a essayé de le faire dans notre étude, justement, en suivant ces méthodologies préconisées, même si elles restent encore en cours de développement. Et donc, si vraiment vous êtes intéressé par cette partie-là, on pourra en rediscuter et on vous incite à aller voir le rapport global. Il y avait également une question sur comment demande-t-on le rapport via notre adresse mail information@refashion.fr que vous trouverez facilement sur notre site ou via le formulaire de contact. Donc la conclusion est que le meilleur levier en termes d'efficacité et d'impact, c'est le talent de la durée de vie. Est-ce que le sujet pourrait devenir prioritaire pour Refashion? Alors il l'est déjà, prioritaire via différents leviers qu'on peut accéder grâce à notre cahier des charges. Donc tout d'abord sur la réparation. Donc on a une redistribution d'éco-contributions via le bonus réparation. Donc pour inciter les consommateurs à faire réparer leurs vêtements avant de s'en séparer. Et puis on a également une modulation des éco-contributions des metteurs en marché possibles si de l'éco-conception est faite, et notamment sur des facteurs de qualité afin d'améliorer et d'augmenter la durée de vie des produits.
et ainsi de réduire la quantité de déchets. Donc oui, on pourra envoyer, et on enverra de toute façon cette étude via nos différentes newsletters, tous les acteurs conventionnés Refashion. Et puis on vous incite encore une fois à le retrouver sur notre site internet. Le replay de ce webinaire sera également disponible sur notre site internet dans les prochains jours. Je crois qu'on arrive au bout des questions, donc on vous remercie pour cette activité très importante et votre intérêt pour ce sujet. On reste à votre disposition. Vous avez notre adresse mail contact et n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets à traiter. Merci. Merci Bonne beaucoup. journée à tous. Au revoir.